Bonjour à toutes et à tous. Normalement, tout le monde a pu se connecter. Je suis très heureux de vous présenter donc mon mémoire sur l'intégration du risque de transition climatique dans l'ORSA d'un assureur vie et les différentes approches méthodologiques que j'ai pu étudier. Vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions dans le chat lors de la présentation, mais j'y répondrai à la toute fin. Donc, la présentation va se faire en plusieurs parties. Je vais tout d'abord rappeler le contexte et le cadre réglementaire de l'étude. J'évoquerai ensuite les différentes hypothèses de scénarios de transition qui ont pu être utilisées. Je vous présenterai une nouvelle métrique qui permet de calculer l'exposition au risque de transition climatique avec le bêta-carbone avant de vous parler des différentes modélisations de choc que j'ai pu étudier à des fins de stress test climatique. Donc, je vais commencer par vous rappeler le contexte de l'étude. Donc, il est important de vous rappeler que le changement climatique est un enjeu majeur du monde actuel. En effet, d'après le ministère de la Transition écologique, la moyenne de la température des 20 dernières années a augmenté d'environ 1,1 degré Celsius par rapport à la période pré-industrielle. Et le niveau des mers et des océans a augmenté d'environ 9 centimètres entre 1993 et 2019. De plus, les différents rapports qui ont été publiés par le GIEC ont démontré que l'activité humaine était la cause principale de la hausse de la température, notamment via les émissions de gaz à effet de serre. Les différents accords internationaux, comme l'accord de Paris, n'ont pas permis d'enrayer les effets du changement climatique. C'est donc un risque émergent pour les compagnies d'assurance, et notamment les compagnies d'assurance vie. Le risque climatique se distingue en deux catégories, voire trois catégories. Il y a d'un côté les risques physiques qui mesurent l'impact direct du changement climatique sur les personnes et les biens. Il y a deux sous-catégories dans le risque physique. D'un côté, les risques chroniques et de l'autre, les risques d'occurrence. Je peux citer par exemple la hausse de la fréquence et de la sévérité des événements de sécheresse ou encore les inondations. Le deuxième risque sur lequel je me suis attardé dans mon mémoire, c'est le risque de transition qui résulte donc d'une transition de l'économie actuelle vers une économie à basse émission de carbone et résiliente aux événements climatiques. On peut évoquer par exemple des mesures qui seraient mises en place par les États et les politiques, notamment via la hausse de la fiscalité carbone pour limiter les émissions de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. Le troisième risque que je n'étudie pas et que je n'évoque pas ici est le risque de responsabilité. De nombreux superviseurs, notamment l'EIOPA ou encore l'ACPR, ou même le superviseur néerlandais ou anglais, ont mis en place des stress tests climatiques pour prendre en compte ces risques émergents. On peut évoquer notamment l'exercice pilote de l'ACPR qui a eu lieu en 2020 et le stress test climatique qui se déroule en ce moment pour les compagnies d'assurance en France et dont les résultats devraient être publiés en 2024. Il est aussi important de rappeler que les organismes sont soumis à la directive européenne Solvabilité 2 et au sein de cette directive, ils ont l'obligation d'effectuer un ORSA pour On Risk Self-Assessment, qui est donc un processus d'évaluation interne des risques et de la solvabilité. Les compagnies d'assurance devraient déjà prendre en compte le risque climatique, notamment dans leur besoin global de solvabilité, le BGS, car elles sont censées prendre en compte tous les risques et même les risques non quantifiables. Cependant, le règlement délégué a été modifié pour intégrer les risques de durabilité dans l'ORSA. Donc, les risques de durabilité, cela recouvre aussi les risques liés au changement climatique. Et l'IOPA, en 2021, ne décomptait que 13% des rapports intégrant une analyse des risques climatiques. Et la majorité de ces analyses étaient des analyses dites qualitatives. C'est pour cela que l'IOPA a publié plusieurs avis pour prendre en compte le risque climatique, notamment dans l'ORSA, via des consultation papers. Donc, l'objectif de mon mémoire, ça a été d'identifier les méthodologies pour intégrer le risque de transition climatique dans l'ORSA. Et je me suis principalement focalisé sur l'actif du bilan des assureurs vie, car c'est cette partie-là du bilan qui est principalement exposée au risque de transition climatique.
vais donc maintenant vous évoquer les différentes hypothèses des scénarios de transition utilisés, ainsi que les recommandations de l'EIOPA. Il existe de nombreux organismes qui mettent à disposition des scénarios climatiques. Le plus important est le NGFS, qui est, qui est donc un réseau interbancaire regroupant plus de 114 banques centrales et superviseurs. NGFS pour Network for Greening the Financial System. La plupart de leurs scénarios utilisent un indicateur clé qui est le prix du carbone et qui permet de modéliser la fiscalité carbone. La fiscalité carbone, elle peut être mise en place de deux manières différentes. D'un côté, via la taxe carbone. Donc, c'est une taxe qui associe un impôt à chaque tonne de CO2 rejeté. Et l'autre fiscalité existante est le marché du carbone. Le marché du carbone le plus connu est le marché de l'Union européenne, et c'est un marché qui correspond à un système d'échange des droits d'émission de gaz à effet de serre et donc des quotas carbone. La CPR, dans son exercice climatique de 2020 et aussi de 2023, utilise donc des scénarios produits par le NGFS. Et en 2020, l'étude a été effectuée sur 4 scénarios climatiques différents, 3 pour sensibiliser au risque de transition et un pour sensibiliser au risque physique. En effet, pour le scénario pour se sensibiliser au risque physique, c'est-à-dire le scénario business as usual, on suppose donc que les émissions de gaz à effet de serre sont stables dans le temps et cela nous permet ensuite d'avoir différents résultats, notamment au niveau des variables macroéconomiques. Il y avait donc ensuite 3 scénarios pour le risque de transition. Un scénario de transition ordonnée où les émissions de gaz à effet de serre vont diminuer de manière linéaire dans le temps, et deux scénarios de transition plutôt adverses, une transition rapide et une transition retardée. Je vais rapidement vous détailler la modélisation des scénarios. Pour ce, pour ce faire, le NGFS utilise ce qu'on appelle des IAM, les IAM pour Integrated Assessment Model. Ce sont donc des modèles qui permettent d'avoir une interaction entre l'économie, la hausse de la température et, euh, qui va avoir des dégâts sur l'économie et la production d'émissions. Ensuite, pour avoir des résultats à une maille plus détaillée, le GFS utilise un modèle macroéconomique euh, et ce modèle est le NIGEM. euh, et c'est ce que fournit le NGFS. Ils le mettent à jour régulièrement et de manière open source. La CPR, quant à elle, rajoute une maille sectorielle, c'est ce qui a été produit pour l'exercice 2020 et 2023, afin d'avoir un résultat, un résultat plus précis et faire des études plus quantitatives. Je vais donc maintenant vous présenter les différentes recommandations de l'EIOPA pour intégrer le risque climatique dans l'ORSA. L'EIOPA considère que l'entreprise, la compagnie d'assurance, est censée faire une analyse qualitative régulière pour mesurer l'exposition au changement climatique. Et si cette exposition est jugée de manière significative, il est nécessaire de faire une analyse plus quantitative sur 2 scénarios de long terme. Un scénario dans lequel l'augmentation de la température mondiale est inférieure à 2 degrés, donc c'est-à-dire que le risque de transition climatique sera important, et un scénario dans lequel, cette fois-ci, la température mondiale est supérieure à 2 degrés, et cette fois-ci, ça sera le risque physique qui sera plus important. Cela pose de nombreuses problématiques pour les compagnies d'assurance. Tout d'abord, la première problématique, c'est l'horizon de temps. En effet, dans l'ORSA, l'horizon de temps classique correspond au business plan, donc entre 3 et 5 ans, alors que l'horizon long terme du changement climatique va jusqu'à 2050, voire 2100. La deuxième problématique, c'est la granularité de l'étude qui est assez spécifique au changement climatique, et les compagnies d'assurance n'ont pas l'habitude de faire ce type d'analyse. C'est donc de faire une analyse à une maille, par exemple, sectorielle, voire à une maille ligne à ligne pour la partie active. Je vais donc, afin de répondre à la première exigence de l'IOPA, qui est donc de faire une analyse qualitative, je vais vous présenter une première métrique permettant de mesurer l'exposition au risque de transition climatique avec le bêta-carbone. Alors, comme je l'expliquais, le bêta-carbone,
c'est une première mesure du risque de transition et elle a été introduite par le projet CARIMA, Carbon Risk Management. C'est donc une mesure qui va permettre, en quelque sorte, de mesurer la corrélation d'un actif financier, du rendement d'un actif financier, avec la super-performance des actifs bas. Elle se base essentiellement sur des modèles à facteurs du type CAPM ou MEDAF. Je vais donc rapidement expliquer comment on calcule le bêta-carbone pour un actif donné. Pour cela, il est nécessaire de calculer le projet Carima part d'un portefeuille avec plus de 40 000 entreprises, donc une base de données avec plus de 40 000 entreprises. Et l'objectif est de déterminer parmi ces 40 000 entreprises, quelles sont les entreprises vertes et les entreprises brunes. Cela est fait à partir d'un score qu'on appelle le Brown Green Score, ou BGS, et qui est calculé à partir de 55 différentes variables ESG, qui sont regroupées en trois grandes catégories. D'un côté, les variables ESG liées à la chaîne de valeur, comme par exemple, c'est toutes les variables ESG, comme les émissions de CO2. Ensuite, la deuxième catégorie correspond à l'adaptabilité. C'est donc la stratégie de l'entreprise vis-à-vis du changement climatique. Et la troisième catégorie correspond à la perception du public. Et donc, dans le projet Carima, le BGS est calculé pour les 40 000 entreprises et cela permet donc de classifier quelles sont les entreprises vertes parmi celles-ci et quelles sont les entreprises brunes. Ensuite, il est donc possible de créer un portefeuille de rendement qui permet de mesurer l'excès de rendement du marché lié à l'émission de CO2, parce qu'on suppose que les 40 000 entreprises sont représentatives du marché. Pour cela, on prend en quelque sorte une position dite longue, donc acheteuse sur les entreprises brunes, et une position courte, donc vendeuse sur les entreprises vertes. C'est comme ça qu'on calcule le BMG pour Brown minus Green, qui correspond donc au rendement des entreprises brunes moins les rendements des entreprises vertes. Et ensuite, à partir de là, il est possible de calculer le bêta-carbone en effectuant une régression sur les rendements d'un actif financier, d'une action. Et donc, cela se passe exactement de la même façon que pour le modèle CAPM ou MEDAF. On ajoute donc un facteur lié à la part climat dans la régression. En effet, comme vous pouvez le voir dans la troisième équation, on part donc des rendements d'un émetteur où on prend différents facteurs qui sont choisis de manière pertinente. Par exemple, on peut prendre un facteur lié au marché avec le rendement de marché, air market, ou on peut aussi rajouter un rendement lié à la capitalisation boursière de l'entreprise. C'est le facteur qui correspond au S&P. Et on rajoute donc le BMG pour la part liée au climat. C'est donc ensuite, en effectuant la régression, on peut calculer le bêta-carbone qui va donc mesurer l'exposition au risque climatique de transition pour l'émetteur choisi. Ainsi, si on a donc un bêta-carbone positif, cela veut dire que les rendements de notre actif financier sont corrélés de manière positive au facteur BMG et donc que notre actif financier se comporte donc de la même façon que les entreprises brunes. L'analyse est inverse lorsque le bêta-carbone est cette fois-ci négatif. Donc vous avez pu voir que le calcul du bêta-carbone, plus précisément du BMG et du BGS, peut s'avérer complexe. Il existe donc plusieurs alternatives. La première alternative, c'est de tout d'abord contourner le problème de corrélation qu'on peut observer entre les différents facteurs et qui peut poser problème lorsque l'on effectue la régression linéaire. Ainsi, il a été proposé, notamment dans un papier publié par Amundi, de se concentrer seulement sur deux facteurs, le facteur lié au marché au global, donc le modèle CAPM, MEDAF, auquel on rajoute ensuite le facteur lié au climat, donc le facteur BMJ. Les autres alternatives qui existent, c'est donc de ce que j'expliquais tout à l'heure, de simplifier la construction du score BGS et ainsi d'éviter le recours au proxy et aux 55 variables ESG. Il a donc été proposé, par exemple, d'utiliser l'intensité carbone. Donc l'intensité carbone, ça correspond donc, aux tonnes de CO2 émises par une entreprise en fonction du chiffre d'affaires. Ainsi, le bêta-carbone
a été calculé ici pour les entreprises du CAC 40 et on a regroupé leurs valeurs par secteur en utilisant la nomenclature GICS. La première chose qu'on observe, c'est que les secteurs sensibles sont ceux on s'attend à ce que ce soit cela, donc c'est-à-dire par exemple le secteur de l'énergie ou encore de secteur de services aux collectivités. Pourquoi le secteur de services aux collectivités, par exemple? C'est parce que c'est un secteur qui a des émissions carbone élevées, notamment par exemple tout ce qui est gestion de déchets. C'est donc pour cela qu'on s'attend à ce que ce soit un secteur exposé au risque climatique, au risque de transition climatique. Le deuxième point qu'on observe, c'est qu'on a une forte variabilité intrasectorielle, ce qui peut poser la question d'une analyse plus fine que celle qui est proposée dans les différents exercices de stress test, où l'analyse est principalement faite de manière sectorielle. Ainsi, le calcul du bêta-carbone il peut être fait peut avoir deux visions pour une entreprise. La première, c'est donc d'être neutre au risque de transition, c'est donc d'avoir un bêta-carbone proche de zéro. Et la deuxième, ça peut être donc de saisir des opportunités, c'est donc avoir un bêta-carbone négatif, c'est donc pour investir sur des actifs verts. Et c'est l'un des objectifs de cette métrique. Et donc, comme je l'expliquais précédemment, c'est une métrique qui va permettre de mesurer l'exposition, mais plus de manière qualitative. Et donc, je vais maintenant évoquer les différentes méthodologies de choc pour effectuer une analyse plus quantitative. C'est l'objectif de faire une analyse quantitative et donc sur des scénarios de plus long terme, c'est pour répondre donc à la deuxième recommandation qui a été faite par l'EIOPA. Et j'ai effectué mon étude sur trois types d'actifs, sur les actions, les obligations d'entreprise et les obligations gouvernementales. Je vais maintenant vous présenter la méthodologie utilisée pour pour calculer un choc action sous différents scénarios climatiques. Donc mon objectif, qui a été donc différent de celui de celui présenté dans les stress tests, c'était donc de calibrer un choc à la maille ligne à ligne plutôt que sectorielle. L'une des plus grosses difficultés, c'est donc de relier le prix des actions avec un scénario de transition climatique et donc de relier le prix d'une action aux diminutions des bénéfices d'une entreprise due par exemple à une hausse de la fiscalité carbone. Pour cela, j'ai utilisé ce qu'on appelle les modèles de dividendes actualisés. C'est aussi ce qui est utilisé par le NGFS, par la CPR, pardon, dans son stress test. Et ils permettent donc de relier le prix d'une action à partir des dividendes futurs d'une entreprise et d'un taux de rendement attendu par l'action. Il est nécessaire de faire des hypothèses supplémentaires pour intégrer les bénéfices de l'entreprise et le relayer au prix de l'action. Et pour cela, on suppose donc que les dividendes sont une fraction constante alpha des bénéfices, et de plus que les bénéfices vont croître à un certain taux, euh, vont croître à un certain taux dans chaque scénario. Je vais maintenant vous présenter le choc qui a été établi pour les actions et se base principalement sur l'évolution du prix du carbone qui est fourni dans les scénarios du LGFS et de la CPR. On suppose donc que les bénéfices choqués vont être égaux donc aux bénéfices avant choc de l'entreprise, auquel on va diminuer la part liée à la fiscalité carbone, donc liée à l'augmentation du prix du carbone en fonction des émissions directes de gaz à effet de serre de l'entreprise. Quand on parle des émissions de gaz à effet de serre directes, on parle notamment des émissions du scope 1, liées principalement aux équipements et aux installations de l'entreprise. Ce qui nous permet donc d'obtenir un prix de l'action choqué dans le scénario de transition spécifique et donc un choc. Il y a plusieurs avantages en utilisant ce modèle. La première, c'est que le modèle est assez flexible. En effet, on peut calibrer de notre côté le taux de rendement attendu par l'actionnaire, le prix du carbone ou encore les bénéfices futurs. Et il y a un lien explicite entre le prix de l'action d'un côté et les bénéfices. Ainsi, l'une des problématiques de ce modèle, c'est que les bénéfices ne sont pas toujours corrélés aux dividendes. On peut prendre plusieurs exemples pour cela. On peut prendre par exemple Tesla ou encore Apple qui ont des bénéfices assez élevés et des dividendes faibles, voire nuls.
donc maintenant vous présenter les résultats que j'ai pu obtenir pour les entreprises du CAC 40 et du S&P 100. Et les résultats ont été aussi regroupés à la nomenclature GICS. Donc, pour effectuer ce calcul, les bénéfices de l'entreprise ont été calibrés en prenant la croissance du PIB qui a été fournie dans l'exercice pilote de la CPR 2020. Il en est de même pour le prix du carbone et les émissions de gaz à effet de serre des entreprises a été récoltées sur Bloomberg. La première chose que l'on observe sur nos résultats, c'est un peu de manière similaire au bêta-carbone, c'est que les secteurs exposés sont le secteur de l'énergie, le secteur lié aux matériaux ou encore le secteur lié aux services aux collectivités. Et le deuxième point que on observe, c'est une forte variabilité intrasectorielle qui peut donc montrer qu'il est important de faire une analyse à une maille plus fine. Je vais donc maintenant vous présenter l'approche qui a été utilisée pour calculer un choc sur les obligations d'entreprise. Pour les obligations d'entreprise, je me suis principalement focalisé sur la probabilité de défaut d'une entreprise. Et pour ce faire, j'ai utilisé donc le modèle de Merton qui se base sur la structure comptable d'une entreprise, donc avec les actifs, les fonds propres et la dette. Et dans ce modèle, on suppose que les actifs suivent un brownien géométrique et et que la dette est supposée être un zéro coupon. Et cela nous permet donc de calculer une probabilité de défaut, c'est-à-dire lorsque les actifs sont supérieurs à la dette. L'objectif a donc été ensuite de calibrer un choc dit déterministe sur les actifs de l'entreprise. Et pour ce faire, on utilise un raisonnement qui est similaire à celui du choc action. On va donc diminuer les actifs de l'entreprise en fonction de la hausse du prix du carbone dans un scénario spécifique et des émissions de l'entreprise, et en fonction aussi donc de l'EBITDA qui correspond au bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Donc ici, je vous présente donc le calcul du shift de probabilité, donc c'est-à-dire la probabilité de défaut initial moins la probabilité de défaut choqué. Et ça a été calculé principalement pour les entreprises du CAC 40 et du S&P et du S&P 100, pardon, avec une variation du prix du carbone de 700 euros. Ainsi, pour la volatilité, j'ai utilisé la volatilité implicite des actions et pour la maturité de la dette, j'ai utilisé la maturité moyenne fournie. Et la première chose qu'on observe, et c'est encore de manière similaire avec le choc action, c'est qu'on a ce sont toujours les mêmes secteurs qui sont exposés, donc l'énergie, matériaux et services aux collectivités. Euh, et on a aussi une variance intrasectorielle, notamment pour le secteur de l'énergie et des matériaux. Certaines probabilités sont, sont très peu choquées. En effet, la probabilité de défaut initial des entreprises du CAC 40 et du S&P 100 sont assez faibles, ce qui explique que le choc est assez faible pour les entreprises ayant des émissions faibles et un EBITDA élevé. La principale limite de l'approche que je vous présente, c'est le modèle de Merton, car il peut être jugé trop simpliste et ne permet pas de répliquer la probabilité de défaut de modèles plus complexes. C'est pour ça que je vous présente une alternative de cette approche. C'est donc l'objectif, c'est donc de calculer une probabilité de défaut initiale qui donc s'appelle probabilité de défaut PIT, qui peut être calculée via différents modèles internes, via des modèles mis à disposition par Bloomberg, comme le modèle DRSK, et auquel on va ensuite on va donc décider d'avoir une probabilité de Merton qui sera égale au modèle plus complexe pour ensuite calculer donc l'écart de probabilité avec le modèle de Merton et donc avoir une nouvelle probabilité une nouvelle probabilité de défaut. Donc j'ai pu tester quatre visions en faisant l'alternative, en utilisant l'alternative présentée. La première vision a été de prendre une probabilité de défaut initiale égale au modèle de Merton
et en utilisant les actifs de Merton. La deuxième, la deuxième alternative utilisée a été de prendre cette fois-ci une probabilité de défaut initiale égale au modèle DRSK donc fourni par Bloomberg avec les actifs de Merton. La troisième alternative a été en fait de voir si le modèle était stable en termes d'actifs et de répliquer les deux premiers. Tout d'abord, ce qu'on remarque, c'est que le modèle nous fournit, en fonction de chaque alternative, nous n'obtenons pas les mêmes résultats. Et j'ai effectué le calcul pour, pour ces quatre résultats pour différentes entreprises du CAC 40 avec une variation du prix du carbone de 100 euros. Les résultats, comme je l'expliquais précédemment, sont cohérents en fonction des activités de l'entreprise, mais comme vous pouvez voir, les chocs sur la probabilité de défaut sont très faibles, au maximum de 10-4. Et cela est lié à deux choses. Tout d'abord, que la probabilité de défaut des entreprises du CAC 40, ce que j'expliquais précédemment, est assez faible, donc le choc est faible. Leur EBITDA est élevé et le choc de 100 euros, la tonne de CO2, est assez faible, ce qui explique des chiffres faibles finalement. Je vais donc maintenant vous présenter la dernière approche que j'ai pu étudier pour les obligations d'entreprise. Concernant les obligations d'entreprise, je me suis basé sur le modèle développé par des scientifiques de Cambridge qui permettent de relier le rating, ou plus précisément le notch de rating d'un pays en fonction de différentes variables macroéconomiques en utilisant des modèles de machine learning. De mon côté, j'ai utilisé quatre variables macroéconomiques qui étaient disponibles pour l'exercice pilote de la CPR 2020. C'est donc le logarithme du PIB par habitant, la croissance du pays, la dette en fonction du PIB et la balance des paiements du pays en fonction du PIB. La base de données que j'ai utilisée pour calibrer le modèle a été celle de Standard & Poor's pour les ratings de 2009 à 2021 et pour les données macroéconomiques, celle de la Banque mondiale. L'objectif a donc été de calibrer le modèle sur les données de 2010 à 2019. J'ai exclu les données liées au Covid, liées, les données lors de la période du Covid. Je me suis concentré principalement sur l'écart de rating et non de notch, ce qui est cohérent par rapport aux échelons de qualité de crédit de solvabilité 2 et pour avoir un modèle ayant un meilleur pouvoir prédictif. Le modèle le plus performant a été le XGBoost suite à la phase de calibrage. J'ai donc ensuite recalculé la probabilité de défaut, recalculé le rating, pardon, des différents pays en fonction des différents scénarios de transition. Et la première observation que j'ai pu faire, c'est que l'évolution des ratings des obligations souveraines sont assez faibles. En effet, cela s'explique principalement car les scénarios de transition proposés font l'hypothèse d'une croissance certaine sur le long terme. Donc, il n'y a pas de choc élevé au niveau des variables macroéconomiques que j'ai sélectionnées pour estimer le rating. Il y a des limites dans cette méthodologie. La première est de supposer que les critères de notation ne sont pas forcément, sont stables dans le temps. En effet, un triple A de nos jours ne sera pas l'équivalent d'un triple A en 2050. Et la deuxième problématique est que l'évolution des ratings des obligations souveraines ne suit pas toujours l'évolution des variables macroéconomiques. On peut prendre par exemple le Covid où les ratings ont très peu évolué alors que les variables macroéconomiques comme le PIB des pays ont chuté. Donc, je vais me permettre de conclure et ce mémoire présente donc différentes approches pour prendre en compte de manière quantitative et qualitative le risque de transition dans le processus commercial d'une compagnie d'assurance vie. J'ai donc pu vous présenter une nouvelle métrique avec le bêta carbone. C'est une métrique qui a une place particulière en tant que mesure de marché pour mesurer le risque de transition climatique d'une entreprise. J'ai aussi pu développer des approches qui sont donc qui se calibrent à la maille ligne à ligne, donc à la maille entreprise,
et en fonction de la hausse du carbone, ce qui est différent de ce qui est proposé par exemple dans les stress tests climatiques, qui sont des approches à la maille sectorielle. L'une des problématiques des approches présentées, c'est qu'elles peuvent être coûteuses d'un point de vue opérationnel, mais elles permettent une analyse plus détaillée. L'un des points sur lesquels j'aimerais appuyer, c'est que les scénarios utilisés ont une place non négligeable dans l'analyse du risque de transition et que pour faire des études plus poussées, il est nécessaire de développer l'accès à certaines données. Donc, je vous remercie pour votre écoute et je vais répondre à vos questions. Donc, une première question a été posée, avez-vous effectué une segmentation autre que par secteur d'activité pour le bêta-carbone? Alors, c'est ce que j'expliquais précédemment. Permettre de revenir sur la slide. Le bêta-carbone, il a été calculé à une maille entreprise. Donc, on calcule chaque bêta-carbone pour chaque entreprise. Et ensuite, dans les résultats présentés, il est présenté à la maille sectorielle, mais chaque point représente une entreprise. Là, ici, sur la slide, vous pouvez voir les résultats pour le CAC 40. Nous allons bientôt présenter avec mon entreprise les résultats obtenus pour l'Eurostoxx 600 dans un futur article. Une deuxième question, côté passif, quelles sont les pistes pour la modélisation du risque climatique? Donc, ici, je présente principalement le risque de transition climatique. Donc, c'est plus l'actif des compagnies d'assurance qui est exposé, des compagnies d'assurance vie. Donc, c'est pour le côté passif. Donc, il y a tout d'abord le risque physique qui aura un impact direct côté passif. Et pour les compagnies santé et assurance vie, il peut y avoir, toujours en lien avec le risque physique, tout ce qui est épisode de canicule ou maladie vectorielle, c'est ce qui est étudié, notamment dans les exercices de la CPR. Une question, implicitement, ça ne signifie pas qu'on prend en compte l'impact sur les sociétés responsables du réchauffement climatique, mais pas sur celles directement impactées par le réchauffement climatique, avant de considérer que la fiscalité va permettre de faire payer aux uns pour financer les autres. C'est l'une des problématiques de l'approche, c'est ce que j'explique ici. Il est possible, donc, le premier point, c'est que je ne prends pas en compte le risque de contagion dans les approches. C'est donc une des problématiques, une des limites de ce que je vous ai présenté. Le deuxième point, c'est que dans les émissions qui sont utilisées, j'ai utilisé principalement les émissions directes de gaz à effet de serre. Il est aussi possible d'inclure les émissions indirectes, donc les scopes 2 et 3 des entreprises. Il a été aussi présenté dans différents articles la possibilité d'intégrer une part qu'on va retransmettre par exemple au consommateur. Donc rajouter un coefficient en quelque sorte d'abattement sur une nouvelle question. Avez-vous pris en compte la corrélation entre le risque de transition et les autres risques physiques, par exemple physiques dans votre modélisation? Est-ce que cela impactera la stratégie de gestion actif-passif d'une entreprise? Donc, je n'ai pas pris en compte la corrélation entre ces deux risques. La plupart des études menées actuellement, notamment dans les exercices de stress test, ne le font pas. On différencie fortement l'exercice, enfin, le risque physique et le risque de transition, excepté dans le tout des nouveaux scénarios court terme de la CPR qui a été proposé où il y a une interaction risque physique et risque de transition. Et cela devrait évidemment impacter la stratégie de gestion active-passive d'une entreprise, notamment par exemple si les entreprises continuent à faire des études à la base sectorielle, comment intégrer donc les résultats de celles-ci dans leur gestion active-passive et ainsi limiter leur impact de leurs investissements sur l'environnement.
Est-il possible d'appliquer l'approche de changement de rating souverain aux entreprises avec des variables économiques idoines, car le risque de crédit prend aussi en compte le changement de rating? Je vous avoue que je n'ai pas pensé à l'utiliser pour les entreprises, mais j'avais lu un article où c'était proposé, où mais le risque de crédit était calculé à la maille sectorielle et non à la maille linéaire comme j'ai pu le proposer, où ils utilisaient enfin, c'était des régressions linéaires qui étaient utilisées où on calculait le rating d'une entreprise en fonction de son secteur. On rajoutait une part liée au secteur dans, dans le calcul du rating d'une entreprise. Comment avez-vous évalué la performance prédictive entre les différents modèles? J'imagine que vous évoquez ici les obligations souveraines. Donc, j'ai tout d'abord fait j'ai fait donc tout d'abord une méthode, enfin, séparer ma base de données sur une base apprentissage, avec une base apprentissage et une base test. J'ai seulement utilisé les données de 2011 à 2018, où j'ai tout d'abord fait des méthodes de stratification qui sont des méthodes classiques en machine learning sur cette donnée-là. J'ai ensuite testé les différents modèles qui sont présentés à gauche. Et en fonction de la batterie de confusion et des différents indicateurs, j'ai choisi le modèle XGBoost qui était le plus performant. J'ai ensuite retesté mon modèle sur donc, la base de test qui était construite à partir des données de 2011 à 2018. J'ai effectué un test supplémentaire sur l'année 2019 que j'avais exclu initialement de la phase d'apprentissage et la phase de test. Est-ce que l'EIOPA a récemment publié une méthodologie pour la prise en compte du risque de transition dans le calcul du besoin en capital, le SCR? Non, toujours pas. Je crois que c'était encore en discussion côté Union européenne. Pour l'instant, il n'y a rien en ce qui concerne le calcul, enfin, il n'y a pas donc de pénalisation d'impact euh, de manière enfin, dans solvabilité 2 et donc dans le SCR. La prise en compte des scénarios climatiques dans l'ORSA amènera-t-il à reconsidérer l'horizon de temps côté ACPR ou restons-nous sur un horizon de projection court, 5 ans? Vu les dernières recommandations de l'EIOPA, il est recommandé, si l'exposition est jugée de manière significative après avoir fait une analyse qualitative, de faire des études sur des scénarios long terme. Donc j'estime que l'ORSA, l'horizon de l'ORSA sera amené à être évolué pour ce qui concerne l'ORSA climatique. Avez-vous constaté une différence significative entre la poche sectorielle et ligne à ligne? Oui, c'est ce que j'ai pu montrer précédemment sur ma présentation. Certaines entreprises, certains actifs avaient un choc significatif, notamment les entreprises liées au- au- aux matériaux, alors que lorsque j'utilisais mon approche, le choc pouvait être soit plus significatif ou voire n'existait pas. Euh, donc, c'est ce qui est aussi c'est une des limites qui est constatée dans les stress tests climatiques. C'est l'ACPR en parle, qu'il est parfois compliqué d'estimer de mettre une entreprise spécifique dans un secteur donné, ce qui est donc ce qui permet, et c'est ce que j'ai pu observer, j'avais pas toujours les mêmes résultats en fonction du secteur. La base de données pour le bêta-carbone est-elle européenne typiquement? Peut-on avoir une approche bêta-carbone pour l'Eurostock? La base de données utilisée n'est pas européenne, elle est mondiale, principalement Amérique du Nord et européenne, mais il est possible de recalculer, d'avoir une approche bêta-carbone pour l'Eurostox, de construire en quelque sorte notre facteur lié au climat, heureusement, uniquement pour l'Europe. Mais cela demande d'avoir une quantité de données assez importante
et ce qui est assez complexe. Quels ont été les logiciels utilisés pour la modélisation? Euh, donc, j'ai principalement fait via R et Python. Ces différents modèles peuvent-ils être appliqués dans d'autres régions? Quelles sont les parties à ajuster? La plupart des modèles sont possibles. Il est possible d'utiliser ces modèles pour toutes les régions. Le modèle le plus complexe à utiliser pour tous les pays, c'est le modèle avec les obligations souveraines, car à l'heure actuelle, la projection de la dette, du déficit et de la balance des paiements n'est pas disponible au niveau mondial, mais seulement pour quelques pays. Pour quelques pays. La valeur des chocs côté action peut prendre des valeurs très importantes, supérieures à 75%. Envisagez-vous un max dans le cadre de l'implémentation de ces méthodes chez un assureur? Alors, en effet, le choc peut être supérieur à 75%, il peut même être égal à 100% dans le cas où la part fiscalité carbone est supérieure au bénéfice de l'entreprise, ce qui est possible si le prix du carbone, dans les scénarios fournis par la CPR, il peut atteindre jusqu'à 900 euros, voire 1000 euros la tonne de CO2, et supérieur à à la part des bénéfices. Euh, Dans les résultats que je vous ai présentés, j'ai supposé que les émissions de gaz à effet de serre étaient stables dans le temps, ce qui explique les chocs élevés. J'avais fait une présentation lors du congrès des actuaires en juin, où cette fois-ci, les émissions de gaz à effet de serre étaient évoluées dans le temps. Et là, j'avais des chocs qui étaient beaucoup plus faibles et qui étaient similaires à ceux présentés par la CPR dans son exercice. Donc, j'ai pas vraiment envisagé un maximum si implémenter ces méthodes chez un assureur, mais il est toujours possible de le faire, notamment en faisant varier les émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise ou encore d'autres façons possibles. Connaissez-vous d'autres études que celles de la CPR au sujet de l'évaluation du risque climatique au passif des assurances vie et santé? Non, pas actuellement. C'est la principale. Il n'y a que la CPR actuellement qui, dans son premier exercice et dans le nouveau, propose ce type d'analyse. Comment le modèle pour les États est stressé sur un scénario de la CPR pour les variables économiques input du modèle, exemple, la dette d'un pays sur une transition ordonnée. Donc, c'est ce que je vous présentais précédemment. Le, le, les scénarios, bon, j'utilise directement les scénarios fournis par la SPER ou le NGFS, et donc les variables macroéconomiques sont directement choquées. Comment elles sont choquées? Donc, pour construire les scénarios, c'est ce que j'expliquais, on utilise donc des IAM, Integrated Assessment Model, et c'est donc via ces modèles que on a une interaction entre l'économie et le climat. C'est donc en fait la fonction de production mondiale va être choquée, va être reliée en fait à la hausse de la température et inversement, ou via la hausse du prix du carbone. Et ensuite, pour avoir à la maille d'un pays, on utilise donc les outputs du modèle IAM que l'on fournit à un modèle macroéconomique plus robuste. Et ce modèle macroéconomique utilisé est le Niger. Tous ces résultats ils sont disponibles de manière open source et sont publiés par le NGFS. Cependant, le NGFS ne publie pas de variables macroéconomiques liées à la dette ou au déficit, et c'était seulement publié par la CPR dans son exercice pilote. Avez-vous eu l'occasion de considérer le risque climatique pour le best estimate pour vision technique dans l'ORSA? Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire. Ok. Donc, il n'y a plus de questions. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite une bonne fin de journée.